Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde virtuelle. On a Joe Biden et Vladimir Poutine ici à Genève, donc tant mieux qu'elle soit virtuelle. L'intitulé de cette table ronde aujourd'hui, c'est comment exposer et sécuriser vos référentiels de données avec une plateforme de gestion d'API ouverte. Voilà. Ça va durer 35 minutes et je vous incite à poser vos questions dans le chat et nous essaierons d'y répondre tout au long de cette table ronde. Avec moi, j'ai Christian et Julien qui vont nous rejoindre. Bonjour Christian. Bonjour Jérémy. Christian, peut-être tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc je m'appelle Christian Cagnol, je travaille pour une société qui s'appelle Axway, qui est un fournisseur de solutions d'intégration et d'une plateforme hybride d'intégration. On est basé essentiellement à Paris et on est actif par contre dans le monde entier. Le fait d'être une société européenne, ça peut avoir certains intérêts par rapport à quelques contraintes dont on parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Et je m'occupe en fait des projets stratégiques dans toute l'Europe, Moyen-Orient. Merci Christian. Alors, je vois qu'on a des retours, comme quoi il y a peut-être des erreurs network. N'hésitez pas à recharger votre browser si jamais vous avez des problèmes. Ça devrait recharger un petit peu près tout. En attendant l'arrivée de Julien, je vais faire un petit tour, je vais me présenter. Je suis là. Ah, parfait Julien. Désolé de ce petit problème de connexion. Pas de souci, on faisait les présentations. Je prends mon tour et puis je te laisserai t'introduire après. Donc Jérémy Desnoyers, ça fait 10 ans que je fais de l'architecture et de l'intégration. Je travaille chez SmartWave SA à Versoix, donc c'est juste à côté de Genève. Et on a en tout cas une activité dans tout l'arc lémanique suisse autour de Genève et de Lausanne. Et on accompagne les organisations dans leur transformation digitale avec des solutions intégrées et adaptées à leur contexte à travers 3 piliers. Un pilier où on va créer des solutions depuis les besoins jusqu'à la mise en production, un pilier de support et de maintenance et d'expertise, et puis un pilier pour faire de la délégation principalement de ressources. Julien, je te laisse dire 2 mots sur... Tout à fait. Sur ces marchés, donc moi je suis Julien Pelletier, je suis le directeur de l'équipe Customer Success pour, on va dire, l'Europe francophone, pour faire simple, pour le compte de Semarchi. Semarchi, c'est un éditeur d'origine française, spécialiste de la data. On a en fait en France tous les services de R&D, de développement de produits et de support notamment. Et on édite une seule solution qui s'appelle XDM Intelligent Data Hub, qui est une solution reconnue par le Gartner comme étant l'un des leaders en fait des solutions de MDM. Et cette solution en fait vise à couvrir avec un socle intégré et unifié tous les besoins qu'on peut avoir en fait dans le cadre des projets de data management, que ce soit autour de la qualité de données, autour de la découverte de données, de l'intégration avec le reste du SI, mais également sur tout ce qui est volet utilisateur métier. Donc on va pouvoir déployer des applications métiers simples, ergonomiques, basées sur les données, pour pouvoir redonner un peu le pouvoir au métier autour des données. Et puis on va être capable d'outiller tous les processus de gouvernance qu'on peut mettre en place, que ce soit autour de la saisie de données, des workflows, des choses comme ça. Merci Julien. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On a présélectionné 2-3 questions pour démarrer cette table ronde. La première, en tout cas, rencontrée, présélectionnée parmi toutes les questions qui nous avaient été posées, c'est quels sont les besoins et les enjeux rencontrés aujourd'hui chez vos clients, donc chez nos clients, en termes de référentiel de données et gestion d'API. Donc, du côté SmartWave, nous, ce qu'on voit en tout cas dans l'arc lémanique, vraiment local ici, c'est un fort besoin de digitalisation. Il y a eu un effet Covid tout l'an dernier avec pas mal de travail à distance qui a ralenti un peu tous les processus internes et externes des entreprises, les mises en relation, le suivi de factures, même tout ce qui est courrier. Et il y a une vraie volonté en tout cas à gagner en efficience sur tous les workflows d'entreprise par la redistribution des tâches et par de l'automatisation. Donc, l'idée, c'est d'automatiser un petit peu tous ces processus au travers d'API, avoir toutes les données nécessaires pour le faire, et puis, avec cette automatisation, gagner de la bande passante et redistribuer la force de travail sur des choses à plus de valeur ajoutée. Il y a un autre différenciateur dans la région.
il y a le monde qui se transforme. Notamment, on a des clients qui, par exemple, des régies immobilières qui ont vraiment eu un déclic et une concurrence assez importante sur Internet notamment, et avec la volonté de mettre en place des applications mobiles orientées clients. Et qui dit application mobile dit aussi API, API et données derrière, puisqu'il faut bien récupérer toutes les informations liées, on va dire les informations 360 qui est à ces utilisateurs. Le dernier exemple, c'est les SIG, Services industriels de Genève, qui se sont aussi modernisés pour faciliter la traçabilité des déménagements avec des éditeurs de solutions de régie immobilière, avec des intégrations, on va dire presque B2B, entre ces deux acteurs pour éviter d'avoir des factures qui se perdent ou des dossiers de recherche pour trouver à qui doit payer cette facture. Dans tous les cas, on voit dans ces projets, il y a besoin d'API, il y a besoin de données, et on a besoin d'avoir ce référentiel-là de données et ces API-là pour construire des solutions digitales. Voilà de mon point de vue intégrateur. Julien, je te laisse peut-être prendre un peu… Tout à fait. Alors, côté Cmarchi, en effet, nous aussi, sur le Covid, on a observé certains usages assez intéressants. Par exemple, dans le monde du retail, nos clients qui avaient mis en place des référentiels magasins centralisés pour gérer la totalité de l'information sur le magasin, que ce soit les horaires d'ouverture, les surfaces des magasins, les informations techniques sur le système d'encaissement ou ce type de choses, ont vraiment tiré parti en fait pendant la crise de ces référentiels centralisés pour pouvoir communiquer très rapidement et très efficacement avec leurs clients par rapport aux différents changements qui ont eu lieu sur les ouvertures de magasins ou autres. Mais on a aussi des tendances de fond, indépendamment du Covid, qui apparaissent vraiment aujourd'hui chez nos clients. On a beaucoup, en fait, autour de la donnée client, de plus en plus de parcours omnicanaux pilotés par les API, et où en fait le référentiel de tiers, le référentiel de client qu'on va mettre au centre, va venir jouer un rôle crucial en fait dans tout le parcours omnicanal, puisque finalement c'est le référentiel client qui va connaître l'identité multicanal des individus ou des clients, et qui va permettre en fait d'être en support de tous les processus API pour pouvoir fournir le bon identifiant au bon moment par rapport à tel système ou à tel système qui doit être intégré. Donc tout ça dans des processus transactionnels temps réel. Et ça, on a des cas d'usage à la fois dans le retail et dans le monde de l'assurance également qui commencent à venir sur ce type de process. Et puis le dernier aspect aussi qu'on trouve beaucoup aujourd'hui autour des référentiels de données, c'est tout ce qui est autour des référentiels centralisés sur les données produits, par exemple, notamment dans le monde industriel, où on veut arrêter de dupliquer l'information produit dans plein de systèmes différents pour pouvoir la diffuser. Et on a par exemple un de nos clients dans le secteur de l'agrofourniture qui expose en fait tout son référentiel produit fini en temps réel depuis notre solution au travers d'API qui sont exposés à la fois pour l'interne au niveau du SI, pour l'e-commerce ou des choses comme ça. Christian? Oui, je complète un petit peu par rapport à ce qui a déjà été dit, en espérant ne pas faire de redite. Ce qu'on voit beaucoup aussi chez nos clients, c'est la notion d'économie de plateforme qui se met en place. Cette économie de plateforme, elle va consister à dire qu'on va vouloir d'une part intégrer ces solutions, intégrer ces produits, intégrer ces services, intégrer l'accès à ces données dans des plateformes de plus haut niveau. Plateformes qui peuvent être des plateformes commerciales, des plateformes gouvernementales de différentes natures. Et puis, dans le mouvement inverse, aussi proposer à ses clients des produits qui sont générés par des partenaires qui viennent compléter l'offre de l'entreprise qui veut elle-même mettre sa propre plateforme en ligne. Bien sûr, c'est inspiré par ce qu'on voit dans le monde des GAFA et équivalents en Chine, etc. Bien sûr, c'est des choses qui ne sont pas complètement nouvelles parce que ça a été un petit peu formalisé il y a déjà 4 ou 5 ans dans différents ouvrages, mais accéléré un petit peu aussi par ce qui s'est passé en 2020, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui devient très très prégnant. Et ça amène de ce point de vue-là aussi une autre considération qui est de dire, c'est à partir du moment où on est dans une logique de plateforme, ça veut dire qu'on va pouvoir donner accès à des assets qui ne sont pas forcément la propriété de l'entreprise ou, à contrario, mettre ses propres assets à disposition via d'autres canaux. Et ça implique des problématiques au niveau de la sécurité, au niveau de la souveraineté,
On a vu les édits qui ont été faits par la Cour européenne de justice, même si dans ce contexte-là, la Suisse n'est pas directement dans l'Union européenne. Donc, c'est des points qu'il faut maintenant prendre en compte dans la mise en place de systèmes de gestion d'API et de données. Merci Christian. Alors, effectivement, on va retomber aussi sur une des questions sur l'aspect sécurité. On reviendra dessus, je pense que ça sera intéressant. La deuxième question qu'on a, c'est finalement, quel est l'intérêt d'avoir un référentiel de données et des API? Julien, si tu veux démarrer sur cette question-là. Ouais. Alors en fait, le référentiel de données aujourd'hui, on va avoir différents grands enjeux. Déjà, on a de plus en plus d'enjeux réglementaires. Si on prend l'exemple de GDPR, en fait, aujourd'hui, l'intérêt d'avoir un référentiel centralisé sur tous les individus sur lesquels on possède des données personnelles et de l'interfacer au travers des API, ça va permettre en fait, au travers de GDPR, de maximiser la compliance parce que finalement, on va avoir un seul point d'accès sur la donnée, on va pouvoir tout tracer au même endroit, avoir une gestion centralisée des consentements, de toutes les modifications de données, et ça va éviter en fait de disséminer l'information client un petit peu partout dans le SI. Et clairement, c'est vrai que l'axe réglementaire est vraiment un axe fort. Après, de manière générale, et au-delà des données sur les individus, ce qu'on voit surtout, c'est qu'on a un vrai besoin d'accélérer la diffusion des données et vraiment en temps réel dans des approches centralisées en fait grâce aux API. Là où avant on avait beaucoup de réplication de données qui pouvaient entraîner de la latence en fait au niveau de la mise à jour des systèmes et également de la latence sur les risques en fait de désynchronisation qu'on pouvait avoir entre les systèmes au niveau des réplications. Et donc ça vient simplifier l'exploitation des SI, ça vient vraiment finalement simplifier quelque part l'architecture des systèmes d'information. Merci Julien. Christian? Je vais confirmer et appuyer sur ce que vient de dire Julien, c'est de voir qu'effectivement, dans le cadre par rapport, si on compare un petit peu l'Open API et l'Open Data, l'Open API va être une couche supplémentaire qui va rendre peut-être les données plus consommables. On a un certain nombre de clients, notamment dans tout ce qui est le domaine des transports, qui font les deux. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, hein. Ça veut dire qu'il y a des usages qui peuvent être adaptés, plus adaptés à un mode de mise à disposition qu'un autre. Et de ce point de vue-là, l'API amène une simplicité d'utilisation avec la possibilité aussi de peut-être pouvoir intégrer ça plus rapidement au sein d'applications qui pourraient être développées par les partenaires ou les clients des entreprises qui investissent sur cette gestion d'API. Ouais. De mon côté intégrateur, ça fait 10 ans qu'on travaille sur l'intégration de données avec des fois des systèmes et des technologies d'experts. Je pense notamment au bus où il fallait vraiment des équipes dédiées pour monter un produit, un bus d'entreprise, avoir une connaissance des technologies XML, et même SAML sur les différents éléments de sécurité. Et à côté de ça, en plus, une difficulté à avoir de la qualité de données. On pouvait trouver différentes données dans différents systèmes. Donc là, il y a vraiment un gros point sur la partie données où le type de solution type Semarchi va pouvoir être un référentiel légitime de données de qualité. Et ça, c'est vraiment important dans la distribution de ces données dans le système d'information. Ça ne sert à rien d'avoir des API si la donnée elle n'est pas effectivement légitime et propre. Et d'autre part, sur la partie API, on a remplacé globalement les systèmes experts un peu lourds par quelque chose de plus adopté par la communauté sur du HTTP, sur des standards assez légers type JSON, etc. Et même des protocoles de sécurité assez abordables. Et ça autour d'une plateforme d'API management qui n'est plus un système d'experts, mais un système collaboratif pour mettre à disposition et venir consommer des données très simplement. Voilà. Et j'ai même un exemple chez un horloger ici dans la région où on a branché ces deux systèmes, API Management et Semarchi, pour avoir une sorte de data as a service, data par API, où on peut faire très bien communiquer ces données au travers d'API. Donc, en tout cas, un intérêt vraiment pour pouvoir distribuer toutes ces informations et avoir des choses de manière intéressante. Christian, tu avais parlé tout à l'heure d'autres aspects, de la sécurité, etc. On va aborder l'aspect un peu comment on peut promouvoir, adopter
cette stratégie de données et puis des PI. Je te laisse peut-être démarrer sur cela. Oui, alors, je faisais référence tout à l'heure aussi à la notion d'économie de plateforme. C'est des choses qu'on a vu arriver il y a une dizaine d'années maintenant avec les magasins d'applications, avec les marketplaces sur des biens de consommation. On peut penser à la marketplace Amazon ou des choses de ce type-là. La consommation en fait de ces services-là par API, elle prend de plus en plus cette tendance-là. C'est-à-dire qu'avant, on était beaucoup dans une logique où c'était des informaticiens qui parlaient avec des informaticiens. De plus en plus, maintenant, les différences qu'on voit arriver, c'est de favoriser cette consommation simple par l'intermédiaire de marketplace qui vont permettre effectivement d'accéder à des services pour les intégrer dans des applications de plus haut niveau, mais aussi quelque chose de très consommable et qui, pour le coup, si on mixe ça avec l'approche low-code, no-code qu'on voit par ailleurs en ce moment, ça peut laisser aussi à des gens qui ne sont pas forcément des développeurs chevronnés et qui sont peut-être ce qu'on certains analystes appellent des citizen integrators ou des integrators, le fait de pouvoir aussi consommer. Il faut que ce soit simple, il faut que ce soit utilisable par des gens qui, contrairement à l'exemple ESB dont tu parlais tout à l'heure, ne sont pas forcément des spécialistes de l'outil. Et ça, c'est vraiment un apport aussi très fort des API dès le départ, mais encore plus dans les dernières années, puisque toutes ces choses-là ont tendance à se démocratiser au sein de l'entreprise. Julien, un complément sur cette promotion et puis adoption de stratégie? Ouais, alors c'est vrai que historiquement, nous, sur la partie, on était plus sur la partie référentielle et donc les motivations finalement pour mettre en place ce type de système étaient vraiment liées avant tout à la gouvernance de données pour améliorer la qualité, améliorer la collaboration en fait entre les métiers. Et finalement, la question de l'usage temps réel des données et de l'intégration dans des API venait souvent dans un second temps. Historiquement, on l'a vu chez un certain nombre de clients. On a d'abord mis en place, notamment autour des référentiels tiers, par exemple, des bases centralisées en mode dédoublonnage assez classique avant de les basculer après sur des cas d'usage intégrés en temps réel en mode centralisé. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des vraies nouveautés qui apparaissent sur les usages en fait et les attentes autour des projets. Et finalement, dès le début maintenant des projets, on a ces notions d'usage temps réel au travers des API qui arrivent quasiment comme étant au même niveau de priorité en fait et de cas d'usage que la partie gouvernance et mise en qualité des données. Et donc, ça change un petit peu en fait la manière d'adresser les projets. On va faire du coup des projets beaucoup plus tactiques en lien avec le business par rapport justement aux accélérations dont ils ont besoin sur certains sujets pour pouvoir fluidifier la circulation des données, tout en ayant en tête quand même le fait qu'on soit dans des projets de gouvernance. Donc on va veiller à la qualité de données et au bon travail, on va dire, autour de la donnée. Mais c'est vrai qu'on a vraiment cet axe-là qui est vraiment très, très prioritaire maintenant dans les projets. Et ce, quel que soit le type de référentiel en fait sur lequel on peut être amené à travailler. On est vraiment aussi avec ces API-là, avec cette utilisation des API, dans là où on va apporter beaucoup de valeur au niveau des business, parce que c'est là où on va vraiment accélérer la diffusion des informations, le partage de l'information, et donc faire gagner du temps en fait à l'arrivée au niveau des équipes business. Merci Julien. Moi, en tout cas, de mon côté SmartWeb intégrateur, ce qu'on voit vraiment, c'est ce que tu disais, Christian, un changement un petit peu de paradigme. On s'adresse non plus à des experts, on s'adresse plus à des développeurs peut-être qui sont pas chez nous, voire même à des citizens ou des intégrateurs vraiment distants, voire même, on voit de plus en plus maintenant, avec des solutions un peu simplifiées de BI ou type tableau, des choses comme ça, des gens qui arrivent très facilement avec Excel, même se brancher sur des API existantes et venir faire de la consommation pour faire de l'analyse de données ou des petites applications. Donc, il y a vraiment une conduite de changement assez forte et on n'est plus dans forcément une construction interne à l'entreprise, mais on se projette vers qui va consommer cette donnée-là pour qu'elle soit la plus simple possible et la plus intéressante à plus de valeur ajoutée possible. En tout cas, ce qu'on voit et ce que vous dites tous les deux, c'est qu'il y a vraiment besoin d'une plateforme, donc des produits type Axway, Semarchi, qui permet de faire de l'API management et de la data, du MDM. Mais il y a aussi besoin effectivement de se poser dans une réflexion de gouvernance, savoir d'où vient la donnée, comment on l'expose, comment on va la sécuriser, et puis qui vient la consommer.
pour avoir une expérience de consommation. On appelle ça une développeur expérience, mais ça se transforme déjà depuis quelques années sur plutôt presque du citizen experience. Et la conduite de changement, ben, c'est être en mode API first, data-driven organization pour la partie data, et être prêt à travailler sur des designs d'API qui rendent service et de la valeur au business. Donc, c'est vraiment toute une conduite de changement. C'est pas que des outils techniques qu'on pose dans une entreprise et puis qu'on laisse vivre comme ça. N'hésitez pas à poser des questions. Merci à Guillaume pour ces questions sur les API. On va aborder un sujet qu'on a nommé tout à l'heure, qui vous intéresse probablement, c'est tout l'aspect sécurité. J'ai une question à ce propos-là, c'est comment est gérée la sécurité et l'accès aux données au travers d'API puis de solutions CMRCI. Julien, si tu veux vous en dire plus. Je peux commencer. Alors, c'est vrai que c'est un point fondamental parce que qui dit gouvernance de données dit en effet, premier point, c'est assurer l'accès à la donnée aux personnes qui en ont le droit, qu'on soit dans des contextes réglementaires type GDPR ou qu'on soit aussi juste dans des contextes d'utilisation finalement d'informations sensibles ou plus ou moins confidentielles. On doit garantir l'accès au niveau des données. Donc, nous, au niveau de la solution, on a une gestion assez classique en fait via des rôles qui permettent de gérer des juridictions à la fois verticales sur le modèle de données, mais également horizontales sur des périmètres fonctionnels. Donc ça, on a toute la latitude finalement au travers d'une gestion de rôle pour pouvoir gérer facilement ce type d'accès, y compris de manière dynamique par rapport à des propriétés d'un utilisateur qui se connecterait. Mais là, on est plus sur la dimension UI. Après, sur toute la partie API, en fait, on va reprendre finalement cette sécurité-là, c'est-à-dire qu'on va aussi asservir les API à la gestion de rôles native de la solution. Et donc, une utilisation par une API, on va pouvoir contrôler finalement les droits d'accès d'une API exactement de la même manière que si c'était un utilisateur sur la plateforme, sur notre interface, de manière à faire passer cette API à la fois par une étape d'authentification, une étape d'habilitation pour contrôler ses droits et puis pour pouvoir s'assurer qu'en termes de traçabilité, on aille bien jusqu'au bout. On a même la possibilité au niveau de nos API natives, en fait, de permettre aux API d'écrire en tant qu'un utilisateur qui serait connecté en fait sur une application distante. Et donc, même si la saisie a eu lieu, par exemple, sur un front Salesforce, mettons, par un utilisateur connecté sur Salesforce, l'API qui va venir poster en direct les données chez nous va pouvoir nous indiquer quel était l'humain finalement qui a fait l'action au niveau de Salesforce dans les données qu'elle va nous envoyer, de manière à ce que nous, on garde vraiment cette traçabilité-là au sein du référentiel, parce que c'est notre rôle d'assurer la traçabilité, de savoir que non seulement la donnée, elle nous est arrivée de Salesforce par une API, mais qu'elle a été modifiée par tel utilisateur humain à l'origine. Voilà, donc on va pouvoir complètement sécuriser en fait tout l'accès aux données avec finalement les fonctions standards de la solution et en s'appuyant sur les capacités de l'API derrière. Merci Julien. Christian? J'en profitais pour répondre à une question encore qui a été posée sur est-ce que Axway a des mécanismes de détection intempestive, nombre de requêtes successives, etc. Oui, ça fait partie bien entendu des choses qu'on met en place au sein de notre outil Amplify de gestion d'application, de gestion d'API, pardon. Le fait est qu'on va pouvoir tracer tout ça, on va pouvoir à la fois faire du coup lutter contre des attaques de déni de service, mais on peut aussi, dans un cadre qui est un peu moins, comment dire, stressant, gérer simplement la consommation qu'on veut accorder à des gens qui du coup ne font pas d'attaque, mais qui sont dans une logique de consommation. Ça va amener aussi à de la monétisation, ça va amener à différentes possibilités. Ça peut amener dans une logique de plateforme à aussi pouvoir répartir si un même service est fourni par différentes sociétés partenaires. Ça permet aussi de pouvoir faire les comptes à la fin de la consommation. Donc ça, c'est plein de choses qui sont disponibles dans la plateforme Axway. La notion d'API en tant que telle, elle s'appuie sur des standards d'autorisation et d'identification type O2 ou IDC, etc. Ce qu'on va proposer, nous, en plus, c'est la certification de nos outils, outils de gestion d'API et gateway API, par des organismes qui sont des organismes internationaux, qui s'appuient sur des normes ISO, qui s'appuient sur ce qu'on appelle la norme, le standard EAL4+. Et ça, on est les seuls à le faire aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que c'est
des démarches de certification qui vont être faites auprès d'organismes qui vont attester du sérieux avec lequel on prend en compte les contraintes de sécurité dans le développement de logiciels. Donc ça, c'est un unique Axway avec cette certification OAL4+, qui va garantir que non seulement on utilise des outils d'authentification et d'identification qui sont les outils standards, mais aussi dans notre façon de développer notre plateforme, on prend en compte à toutes les étapes la sécurité. C'est un plus pour, au départ, peut-être les gens diraient c'est uniquement pour des données hyper sensibles, hyper confidentielles, etc. Mais vu aussi ce qu'on a vécu, notamment et qui s'est accéléré en 2020, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une garantie supplémentaire qu'on offre à l'ensemble des clients de notre solution. Merci Christian. Ce qui est intéressant de voir, c'est le partage aussi un petit peu de responsabilité qu'on peut avoir entre des applications qui ont les données et qui vont les exposer au travers d'API. Bon, on a vu ce que tu disais, Julien, c'est très intéressant. Qu'on passe par un front ou qu'on passe par API, finalement, on peut avoir les mêmes rôles et permissions pour la sécurisation et l'audit. Et puis, il y a aussi cette plateforme d'API management, en général plutôt frontale, mais aussi on peut en avoir aussi en interne, au système d'information pour mieux gérer les consommations et arrêter au plus tôt les attaques et puis les gens qui n'ont pas à consommer ou qui ont trop consommé de données. Notamment, il y a la notion de quota aussi qui est assez forte et qui vient aussi de faire monétisation dans ces plateformes. Donc, il y a aussi une responsabilité partagée sur cette sécurité-là, by design, entre les différentes solutions. Et il faut trouver la bonne balance entre tous les différents interlocuteurs, la partie réseau, la partie API management, et puis les différents backends, notamment de données, pour trouver les niveaux de sécurité. Donc, en général, nous, on fait 3 layers. Et puis, il y a une sécurité vraiment proche des données, une sécurité au niveau de l'API management pour le routing, la consommation, les possibles attaques, et puis un niveau networking global sur des points publics. Et à ça, c'est très intéressant ce que tu disais aussi, Christian, et puis ça rebondit sur une question un petit peu de Massimiliano. Il y a des standards maintenant qui sont très répandus, qui couvrent la plupart des cas d'usage mobile, ordinateur, tablette, donc type O2 pour faire l'autorisation et l'authentification. Globalement, le conseil, en tout cas, c'est n'essayez pas de réinventer la roue, gardez ces standards. Les gateways, les solutions d'API management supportent ça, les IDP aussi. Il y a plein de librairies et de SDK back et front qui le gèrent et des produits et de nombreux produits back-end aussi qui les gèrent aussi. Donc, vraiment essayer de rester dans ces standards de sécurité-là. Ok. J'ai une question dans le chat. Quelle tendance pour quelles sont les futures tendances pour les référentiels de données et puis la gestion d'API? Alors, moi, de mon côté, ce que j'ai vu, c'est il y a 5-10 ans, en tout cas en Suisse, on était vraiment on-prem. On a commencé à construire des solutions distribuées avec du cloud privé. Maintenant, on est presque sur des clouds, je veux dire, publics, AWS, Azure, etc. Il y a vraiment cette architecture distribuée qui fait beaucoup moins de surface ouverte et puis qui a besoin de s'interfacer de manière simple. Et ce qui est le plus simple pour s'interfacer aujourd'hui, ça passe pas mal par HTTP et par les API. Et puis un deuxième élément, c'est la démonétisation des applicatifs. On a tendance à faire plutôt des microservices. Et qui dit microservices dit aussi beaucoup d'API et de points d'entrée à manager et à organiser et à sécuriser en termes d'architecture. Donc, vraiment 2 axes vraiment importants. Un éclatement au niveau distribué sur différents clouds et on-prem. Et puis même au sein de chaque solution, un éclatement en termes plutôt de microservices. Julien, peut-être sur les tendances? Ouais, alors tu as tout à fait raison. Nous, notamment sur la partie référentielle, on était toujours positionné historiquement sur de la donnée stratégique, quand même, cœur de métier. Et donc, on avait une tendance très, très forte, il y a encore 5-10 ans en arrière, à ne gérer finalement que des architectures on-premise. Et puis, on a vu petit à petit vraiment les acteurs du cloud arriver. Donc, on est maintenant multi-cloud, nous, sur la solution Semarchi, parce que finalement,
quelle que soit la taille de nos clients, il n'y a plus de limite en fait à l'utilisation du cloud. Ça va concerner aussi bien des petites entreprises que des sociétés internationales. On a un très grand labo pharmaceutique, par exemple, international dans nos clients, qui a déployé complètement son architecture sur AWS. Et on a aussi vraiment, en parallèle de la cloudification, une hybridation des architectures, c'est-à-dire d'avoir une obligation aussi maintenant d'avoir des fois des instances Semarchi on-premise qui vont discuter avec des instances Semarchi qui sont sur le cloud au travers d'API Gateway et compagnie pour pouvoir permettre de s'intégrer. Et c'est vrai que c'est une tendance assez forte en fait de l'évolution. L'autre tendance, c'est tout ce qui tourne en fait autour du réglementaire et de la souveraineté des données, où ça ne va pas à l'encontre de la cloudification, puisqu'on reste quand même sur des systèmes. Aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'un système cloud va souvent être mieux sécurisé qu'un système on-premise. Et les vagues d'attaques récentes de ransomware, en fait, dont les entreprises ont été victimes, l'a bien montré d'ailleurs. Que vraiment les systèmes on-premise ne sont pas forcément protégés. Et donc, il y a des vraies tendances aujourd'hui de sécurisation et de mise en conformité en fait de tous ces socles de données avec du cryptage, avec tout un ensemble de choses en fait qui vont permettre de vraiment de protéger l'accès aux données, de s'en assurer la bonne souveraineté. Voilà. Merci Julien. Question? Oui, alors sur cette problématique ou ce sujet de multi-cloud et de move vers le cloud, je vais rien rajouter en fait parce que ce que vous avez dit, on le partage bien entendu. Deux points par contre, un point qui fait écho à une question qu'on a eu un petit peu plus tôt sur la notion d'API pour faire du push, etc. Alors, je sais que c'est pas tout à fait la question qui a été posée, mais ce qu'on voit de plus en plus aussi et qui vient complémenter, et c'est là aussi où c'est intéressant de voir, d'utiliser les API peut-être pour aller aussi documenter des choses dans des data lakes ou des choses de ce type-là, c'est toute la notion d'événementiel. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus aujourd'hui des demandes qui concerne la captation d'événements en temps réel, entre guillemets, c'est pas du temps réel la microseconde près, bien entendu, mais le fait de pouvoir prendre conscience de l'ensemble de ces événements, c'est quelque chose qu'on demande de plus en plus, pour lequel les API classiques type REST sont d'ailleurs peut-être pas forcément les plus pertinentes, donc c'est pour ça qu'il y a des nouveaux protocoles autour des API asynchrones. Et ça va venir ensuite permettre de faire un certain nombre de tripes. Il y a des choses qui sont simplement un peu des petits parasites qu'on ne va pas vouloir conserver, puis il y en a d'autres qu'on va vouloir stocker, et donc de pouvoir derrière faire le choix sur ce qu'on veut stocker ou non. L'autre point qui est assez important de ce point de vue-là aussi, et j'en ai un tout petit peu parlé au début, c'est le fait, on parlait de RGPD, on parle de contraintes là aussi réglementaires ou juridiques, c'est le fait de pouvoir aussi prendre en compte le fait qu'on va peut-être avoir plus de mal dans les années à venir à aller stocker des choses dans des grands clouds d'obédience américaine, on va dire d'une certaine façon. Je ne sais pas ce que Joe et Vladimir sont en train de se dire à ce sujet-là, s'ils veulent en parler, mais en tout cas, le fait de pouvoir aller aussi vers du cloud peut-être plus souverain, c'est une tendance très forte pour l'Europe, en tout cas pour l'Union européenne. Et pour les sociétés en Suisse qui ont un volant d'affaires avec l'Union européenne, je pense que ça va aussi avoir des impacts. Il y avait une question qui avait été posée par Guillaume aussi, qui était sur la force de la solution de l'autre. Je ne sais pas si on a le temps de traiter. On peut juste dire peut-être un mot avant la conclusion. Voilà. Ouais. Je commence si vous voulez. Alors clairement, nous, côté Semarchi, en fait, la vision qu'on a de la solution Axway, puisqu'il faut qu'on le fasse de manière réciproque, en fait, c'est vraiment le partenaire dont on a besoin pour s'intégrer correctement au sein du SI de nos clients, parce qu'il y a une vraie complémentarité en fait entre ce que Semarchi est capable d'exposer nativement en termes d'API et très rapidement sur la base de la modélisation, et les capacités d'Axway d'intégration multisystème et multi-format finalement de notification, qu'on soit sur de la notification de données, de la notification événementielle et de l'intégration synchrone ou asynchrone. Et donc finalement, c'est vrai que c'est le bon outil pour travailler en fait autour du socle Semarchi.
On va peut-être pas avoir le temps, Christian, mais Je vais faire très vite. Je vais m'appuyer sur ce qui a été dit, secondes. à savoir le fait de pouvoir faire cette gestion des données et ces MDM,